Mes parents ont dit à tout le monde au mariage de mon frère que j'étais celle qui les inquiétait. J'étais assise seule à la table 11, près de la cuisine, et je n'ai rien dit. Puis un inconnu s'est assis et a demandé à mon père, « Monsieur, savez-vous ce que votre fille fait réellement ?» Ma mère est devenue complètement silencieuse. Ma mère a une façon de parler de moi qui me fait me sentir comme un meuble. Présente, parfois utile, mais jamais vraiment la chose que quiconque est venu voir. Je l'ai remarqué très tôt, vers 7 ou 8 ans, quand mon frère Connor a commencé à gagner des choses. Des concours d'orthographe, la petite ligue, le concours de sciences 3 années de suite. Chaque trophée allait sur la cheminée dans le salon. Chaque certificat était encadré. Ma mère appelait ma grand-mère au téléphone et je pouvais l'entendre depuis le couloir, sa voix montant d'une octave entière sous l'effet de la fierté. Il est tellement déterminé. Maman, il va devenir quelqu'un. Tu verras. J'étais juste là une fois quand elle a dit ça. Elle m'a vu dans l'embrasure de la porte et m'a souri de la façon dont on sourit à quelqu'un que l'on croise dans l'allée d'une épicerie. Poli, oubliable. Je lui ai souri en retour, je suis montée à l'étage, je me suis assise sur mon lit et je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit ça pendant encore environ 20 ans. Connor a 2 ans de moins que moi. Il a maintenant 31 ans, avec des cheveux parfaits, une poignée de main ferme et le genre de confiance qui vient du fait de ne s'être jamais senti une seule fois comme un point d'interrogation. Il travaille dans un cabinet d'avocats d'affaires en ville. Il conduit une voiture dont mon père parle lors des dîners. Il s'est fiancé au printemps dernier avec une femme nommée Jessica, qui est intelligente et chaleureuse, et dont je découvrirai plus tard qu'elle savait exactement qui j'étais bien avant que nous ayons échangé plus de quelques mots. Je suis Maya. Je suis conseillère scolaire. Je le suis depuis 6 ans dans un collège public de la même ville où j'ai grandi, où mes parents vivent encore dans la maison avec la cheminée à trophée. Je dirige également une organisation à but non lucratif que j'ai créée il y a 3 ans, appelée Second Floor, nommée d'après l'étage de l'école où se trouve mon bureau, où des enfants ont commencé à se présenter avant la première sonnerie parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Mes parents ne m'ont jamais demandé une seule fois comment allait Second Floor. Ma mère l'appelle mon projet, comme dans Comment va ton petit projet, Maya? Le mot au petit est très significatif dans cette phrase. Tout comme la pause avant un projet, la demi-seconde où elle semble chercher quelque chose de plus impressionnant pour le nommer et ne trouve rien. Mon père ne demande rien du tout. Il sait que je travaille avec des enfants. Il sait que cela a quelque chose à voir avec la sensibilisation à la santé mentale. Une fois, à Thanksgiving, il a dit à son colocataire d'université que j'étais dans l'éducation. Et quand l'homme a demandé ce que j'enseignais, mon père a répondu « Oh, elle est plutôt du côté du soutien ». Puis il a ramené la conversation sur la dernière affaire de Connor. Je veux être juste envers eux. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont juste des gens qui ont décidé, à un moment donné, que l'un de leurs enfants était l'histoire qu'ils voulaient raconter et que l'autre était la partie qu'ils sautaient. Le mariage a eu lieu un samedi d'octobre. Jessica et Connor s'étaient fiancés en mars précédent dans un restaurant choisi par ma mère, avec une bague que mon père avait aidé à choisir lors d'un dîner auquel je n'étais pas invité. Je l'ai appris par un message groupé le lendemain matin. Elle a dit oui avec 3 photos et 17 émojis cœur de ma mère. J'ai répondu par un smiley, puis je suis restée assise dans ma voiture sur le parking de l'école pendant quelques minutes avant d'entrer. Je n'en suis pas fière, mais je suis honnête. Le lieu de réception était un domaine rénové à environ 40 minutes de la ville. Des murs en pierre, des chênes, un jardin qui semblait avoir été conçu par quelqu'un ayant une idée très claire de ce que l'élégance était censée être. 400 invités. Je le sais parce que ma mère a mentionné ce nombre au moins 6 fois entre les fiançailles et le jour J, toujours comme une preuve de quelque chose, du statut de Connor, du statut de la famille, du chemin qu'ils avaient tous parcouru. Je suis venu en voiture seule. Mes parents avaient proposé de venir ensemble, puis ma mère avait appelé 2 jours avant pour dire qu'ils partaient plus tôt pour les photos, et qu'il n'y avait pas vraiment de place dans la voiture avec les housses à vêtements et le cadeau. Et n'était-il pas plus simple que je les rejoigne là-bas? J'ai dit, bien sûr. Je le pensais, en grande partie. Ma place à la cérémonie était au 5e rang, du côté du marié. Mes parents étaient au 1er rang, naturellement. Je pouvais voir l'arrière de la tête de ma mère. Ses cheveux coiffés d'une manière que je reconnaissais de chaque occasion importante de ma vie. La même coiffure qu'elle portait à ma remise de diplôme universitaire, où elle a passé la majeure partie de l'après-midi à parler aux gens de l'admission de Connor en faculté de droit.
La cérémonie était magnifique. Je le pense sincèrement. Jessica était éblouissante. Connor a pleuré en la voyant, ce qui m'a surprise de la manière dont on est toujours surpris quand on réalise que quelqu'un que l'on connaît principalement de loin est en fait un être humain à part entière. J'ai pleuré aussi, discrètement, dans un mouchoir plié que j'avais mis dans ma pochette spécifiquement à cet effet, parce que je savais que je pleurais et je ne voulais pas être prise au dépourvu. Ensuite, il y a eu le cocktail dans le jardin. Ma mère m'a trouvé près des buissons d'hortensia et m'a brièvement étreinte, le genre d'étreinte principalement faite d'épaules et de bras, et qui n'atteint pas tout à fait la poitrine. Elle m'a dit que j'étais jolie. J'ai pris un verre de vin blanc et j'ai trouvé un coin près d'une balustrade en pierre et j'ai regardé le jardin se remplir de gens qui semblaient tous se connaître. Une femme que j'ai reconnue comme étant l'amie d'université de ma mère, Diane, est venue se tenir près de moi pendant un moment. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Elle m'a demandé ce que je faisais ces derniers temps et j'ai expliqué mon travail de conseillère, et second floor. Elle a hoché la tête de la manière dont les gens hochent la tête quand ils sont polis mais que leurs yeux cherchent déjà dans la foule quelqu'un avec qui ils préféreraient parler. Puis ma mère s'est matérialisée à côté d'elle et les deux ont glissé dans une conversation sur le dîner de répétition, et je me suis éclipsé. La réception avait lieu dans la salle principale et quand j'ai trouvé mon carton de placement et que je l'ai suivi jusqu'à ma table, je suis resté debout devant pendant un moment et j'ai juste regardé. La table 11, contre le mur du fond, près de la porte du couloir de service. La table avait une vue partielle sur la piste de danse si on se penchait légèrement vers la gauche, et aucune vue directe sur la table d'honneur. Mes compagnons de table étaient une cousine de Jessica que je n'avais jamais rencontrée, deux amis d'université de Connor que j'avais rencontrés peut-être 2 fois, et un couple plus âgé qui s'est avéré être des voisins du propriétaire du lieu et qui avait été ajouté pour combler l'espace. Je me suis assise, j'ai posé mon sac à main sur la chaise à côté de moi et j'ai pris une longue et lente inspiration. Je veux vous dire que j'allais bien. Certaines parties de moi allaient bien. Les parties de moi qui absorbaient ce genre de choses depuis 29 ans, qui avaient développé toute une architecture interne pour y faire face, ces parties-là allaient bien. Mais il y avait une autre partie, celle qui avait conduit 40 minutes seule, qui était entrée dans ce lieu seule et qui était maintenant assise à la table 11 seule, qui, très discrètement, n'allait pas bien du tout. La cousine, qui s'appelait Brooke, était amicale et drôle, et nous avons parlé de son trajet depuis Portland, et je lui en étais reconnaissante. Les amis d'université étaient plongés dans leur propre conversation. Le couple plus âgé m'a demandé comment je connaissais le couple. Et quand j'ai dit que Connor était mon frère, la femme a dit « Oh, comme c'est charmant » sur un ton qui suggérait qu'elle s'attendait à ce que je dise autre chose. Le dîner est arrivé. Des discours ont été prononcés. Mon père en a fait un qui a fait pleurer la moitié de la salle. Tout sur l'intégrité de Connor, son éthique de travail et l'homme qu'il était devenu. C'était un beau discours. Mon père est un bon orateur. Quelque part dans le 3e paragraphe, il a dit « Et bien sûr, nous sommes si fiers de notre famille, de tous ceux qui sont ici ce soir pour célébrer ces 2 points. » Et il a brièvement regardé en direction de ma table, et j'ai légèrement levé mon verre de vin, et il a continué. Ma mère n'a pas parlé, mais pendant les applaudissements après le toast de mon père, elle s'est penchée vers la femme à côté d'elle, j'ai appris plus tard que c'était sa cousine, Linda, et a dit quelque chose. J'étais trop loin pour entendre, mais Linda a jeté un coup d'œil vers la table 11 puis est revenue vers ma mère avec une expression que je reconnaissais, le genre qui dit « c'est dommage » sans utiliser aucun de ces mots. Je me suis excusé de la table et je suis allé aux toilettes. Je suis resté devant le lavabo un moment, passant de l'eau froide sur mes poignets, comme j'avais appris à le faire quand j'étais à l'université et que j'avais besoin de me ressaisir. Je me suis regardé dans le miroir. Je portais une robe vert foncé que j'avais achetée spécialement pour ce jour, mes cheveux étaient relevés et j'avais l'air bien. J'avais l'air de quelqu'un qui allait bien. Je pensais à partir. J'y avais déjà pensé lors d'autres événements et je ne l'avais jamais fait. Mais cette fois, une petite voix fatiguée en moi disait « Tu n'es pas obligé de rester. Tu pourrais dire que tu ne te sens pas bien. Tu pourrais envoyer un cadeau plus tard et une carte avec un mot sincère et ce serait suffisant. Tu t'es déjà assise sur cette chaise. Tu as déjà regardé le discours. Tu as fait ce qu'on t'a demandé. Et personne ici ne surveille la porte par laquelle tu es entré. Donc, personne ne remarquera la porte par laquelle tu sors. » J'ai fermé le robinet. Je me suis redressé. Je suis retourné à la table 11.
J'étais de retour à ma place depuis peut-être 10 minutes quand la soirée a pris une direction que je n'avais pas anticipée. Son nom, j'allais le découvrir sous peu, était Dr Richard Okafor. Il était grand, probablement au début de la soixantaine, avec des tempes argentées, et le genre de posture qui venait de décennies passées à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce où il entrait. Il était un invité du côté de Jessica. Sa famille avait des racines profondes dans la communauté médicale de la ville, et son nom, je le comprendrai plus tard, avait un poids considérable dans ses cercles. Il avait passé les 12 dernières années en tant que directeur des initiatives de santé comportementale des jeunes pour le comté. Son travail avait été présenté dans 2 publications nationales. Le gouverneur avait cité ces programmes par leur nom dans un discours sur le budget au printemps précédent. Je ne savais rien de tout cela encore. Ce que je savais, c'est qu'il se déplaçait dans la pièce avec une énergie légère et déterminée, scrutant les tables, puis il s'est arrêté et il m'a regardé. Il a d'abord dit mon nom de famille, comme le font les gens lorsqu'ils confirment quelque chose qu'ils savent déjà à moitié. Puis Maya. J'ai dit oui. Il a tiré la chaise vide à côté de moi, s'est assis, a tendu la main et m'a dit son nom, et quelque chose au fond de mon esprit l'a vaguement reconnu, un nom que j'avais vu dans la section des remerciements d'une subvention dans un rapport du comté, peut-être. Ou sur une lettre qui était arrivée à l'école avec un en-tête officiel. Je lui ai serré la main et j'ai dit que j'étais ravi de le rencontrer. Il a dit, j'espérais vous rencontrer en personne depuis un certain temps. Je ne savais pas quoi faire de cette phrase. Il a expliqué qu'il avait une fille. Elle s'appelait Priya. Elle avait 14 ans quand elle a commencé à fréquenter le collège Jefferson, là où je travaille, là où mon bureau se trouve au 2e étage. Elle avait 14 ans et avait été transférée en plein milieu de l'année scolaire après la séparation de ses parents. Et elle était entrée dans mon bureau un jeudi matin de février sans rendez-vous, s'était assise sur la chaise en face de mon bureau et m'avait dit qu'elle n'était pas sûre de vouloir continuer. Je me souvenais de Priya. Je me souviendrai toujours de Priya. Elle avait cette habitude de glisser ses mains sous ses cuisses quand elle était nerveuse et elle parlait très doucement jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité. Et puis, elle était l'une des jeunes les plus éloquentes à qui j'ai jamais parlé. Nous avons eu des séances 2 fois par semaine pendant 6 semaines. Je l'ai mise en relation avec un thérapeute en dehors de l'école. J'ai appelé sa mère. J'ai pris de ses nouvelles par courriel pendant l'été. La dernière fois que j'avais entendu parler d'elle, elle allait bien, elle s'épanouissait même. Une lycéenne maintenant, dans l'équipe de débat. Son père m'a regardé de l'autre côté de la table au mariage de mon frère et a dit, elle m'a parlé de vous. En particulier de la façon dont vous avez gardé la porte ouverte, même quand elle a cessé de venir. La façon dont vous avez pris de ses nouvelles sans qu'elle se sente surveillée. Elle a dit que vous lui aviez donné l'impression que quelqu'un prêtait attention. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Ma femme et moi avons envers vous une dette que nous ne savons sincèrement pas comment rembourser, a-t-il dit. Mais quand j'ai vu votre nom sur le plan de table et que j'ai réalisé que vous étiez ici, je voulais au moins vous le dire en personne. J'ai dit que c'était mon travail. J'ai dit que j'étais contente que Priya aille bien. Je l'ai dit doucement et je pensais chaque mot, et je luttais très fort pour garder une expression normale sur mon visage parce que quelque chose se passait dans ma poitrine pour lequel je n'avais pas tout à fait les mots. Il a légèrement secoué la tête à la partie « c'était mon travail ». Il a dit, nous savons tous les deux que c'est plus que ça. Puis il a mentionné second floor. Il l'a mentionné comme quelqu'un mentionne une chose qu'il a étudiée. Il savait quand j'avais déposé les statuts d'organisation à but non lucratif. Il connaissait le nom du contact au conseil scolaire avec qui je travaillais. Il savait que nous avions étendu notre programme de soutien par les pairs à 2 autres écoles du district en septembre. Il a dit qu'il suivait le travail de l'organisation parce qu'il correspondait aux initiatives que son bureau développait et qu'il avait en fait, plusieurs semaines auparavant, écrit une lettre de soutien pour notre demande de subvention fédérale. Je n'étais pas au courant de la lettre. Je n'étais pas encore au courant de la subvention. Il m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme un doux étonnement et a dit, « Vous n'êtes pas encore au courant, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Au courant de quoi ?» Il a dit, « La subvention a été approuvée il y a 2 jours. » Je n'étais pas sûr qu'il vous ait prévenu, étant donné le week-end. Maya, second floor a obtenu le montant total, 1,8 million sur 3 ans. Elle a été approuvée jeudi. J'ai posé mon verre de vin. Je l'ai posé très soigneusement sur la nappe blanche et j'ai joint mes mains sur mes genoux et j'ai inspiré lentement par le nez parce que la pièce avait très légèrement basculé et j'avais besoin d'un moment.
1,8 million d'euros. 3 ans. La demande pour laquelle j'étais resté éveillé après minuit 4 nuits de suite pour la terminer. Le budget que j'avais révisé 11 fois. Les lettres que j'avais sollicitées auprès des enseignants, des parents et d'anciens élèves. La déclaration de vision que j'avais écrite, supprimée et réécrite de 0 à 2 heures du matin un mardi, assise sur le sol de ma cuisine parce que j'étais resté si longtemps à mon bureau que j'avais mal au dos. J'ai dit doucement, je ne savais pas. Le docteur Okafor a souri. Il a dit félicitations. Il a dit que son bureau me contacterait au sujet d'une collaboration potentielle. Il a dit que Priya serait très fier quand il le lui dirait. Il est resté à la table un peu plus longtemps et nous avons parlé, vraiment parlé. Le genre de conversation où l'on perd la notion du bruit environnant, sur l'infrastructure de la santé mentale des jeunes, les lacunes dans les services en milieu scolaire et ce à quoi les 3 prochaines années pourraient ressembler pour ce gonfleur. Il avait des idées que je n'avais pas envisagées. Il avait des contacts que j'aurais mis des années à établir par moi-même. À un moment donné, j'ai réalisé que je me penchais en avant, les coudes sur la table, et je ne me suis pas redressé. Je ne sais pas exactement quand ma mère est apparue à côté de la table. J'ai d'abord entendu sa voix, le registre légèrement plus aigu qu'elle utilisait pour les personnes qu'elle voulait impressionner. Docteur Okafor, Richard. Bonjour. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Il a levé les yeux, a souri et a dit que j'étais une jeune femme impressionnante et qu'elle devait être très fière. Ma mère a ri de ce rire qu'elle utilise lorsqu'elle a besoin d'une seconde pour se recalibrer. Elle a dit, bien sûr que nous le sommes. Elle a posé sa main sur mon épaule brièvement. Ça a duré environ 2 secondes. Le docteur Okafor a dit, avez-vous entendu parler de la subvention fédérale de Second Flore, l'organisation de Maya? Elle vient de recevoir un financement complet. C'est une étape importante pour le travail en santé mentale des jeunes dans ce comté. Je suis le programme depuis plus d'1 an. Ce qu'elle a construit est remarquable. La main de ma mère était toujours sur mon épaule et je l'ai sentie s'immobiliser. Elle a dit, nous sommes si fiers. Sa voix était égale, prudente, la voix qu'elle utilise quand elle se compose en temps réel. Le docteur Okafor a dit quelque chose sur la portée potentielle de Second Flore et a mentionné un de ses collègues au ministère de l'Éducation qui avait signalé notre modèle comme un à surveiller au niveau national. J'ai hoché la tête, j'ai répondu et j'ai essayé de rester présente dans la conversation tandis qu'une partie de moi observait le visage de ma mère du coin de l'œil. Elle souriait. Elle le faisait correctement, le sourire, mais ses yeux faisaient le calcul. Mon père est arrivé quelques minutes plus tard, attiré par un instinct social vers les conversations à l'air important. Il s'est présenté et le docteur Okafor lui a serré la main et a dit, « Votre fille fait un travail extraordinaire. J'espère que vous le savez. » Mon père a dit, « Oui, bien sûr, absolument avec la conviction de quelqu'un qui prononce des mots dans une langue étrangère qu'on vient de lui apprendre. » Le docteur Okafor s'est excusé peu après pour retrouver sa femme. Et mon père est resté au bord de la table, dans son costume, avec sa coupe de champagne, et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Pas de la fierté, exactement, quelque chose de plus incertain que la fierté. Quelque chose qui ressemblait, si je suis précise, au début d'une question qu'il ne savait pas comment poser. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Puis j'ai dit, je devrais retourner voir Brooke. Elle est venue de Portland et ne connaît personne ici. Mon père a dit mon nom, juste mon nom. Je l'ai regardé. J'ai dit, félicite encore Connor et Jessica. C'était une belle cérémonie. Et je me suis retourné vers Brooke, qui semblait légèrement déconcertée par toute la scène précédente. Je lui ai versé le reste du vin de la bouteille de notre table et je lui ai demandé comment était Portland en octobre. Connor m'a trouvé vers la fin de la soirée, quand la danse durait depuis 1 heure et que la salle était bruyante, chaleureuse et légèrement détendue par l'open bar. Il est venu se tenir à côté de moi et nous avons regardé la piste un moment sans rien dire, comme les frères et sœurs peuvent parfois le faire, occupant le même silence sans avoir à l'expliquer. Il a dit, j'ai entendu parler de la subvention. J'ai dit, Jessica te l'a dit. Il a dit, elle était déjà au courant. En fait, elle connaissait Second Flore. Elle m'en a parlé il y a des mois quand elle a vu quelque chose sur ton programme dans le bulletin d'information du comté. Je l'ai regardé. Il a dit, elle pensait que ce que tu faisais était important. C'est elle qui a invité le docteur Okafor. En fait, sa famille et la sienne se connaissent depuis des années. Il a fait une pause.
Je me suis retourné vers la piste de danse. Il a dit, Maya. J'ai dit, Connor, c'est ton mariage. Tu devrais être en train de danser. Il a dit, je sais que je n'ai pas toujours été. Je sais que je les ai laissés faire. Il s'est arrêté, a recommencé. J'aurais pu en dire plus quand ils faisaient ce qu'ils font. J'aurais pu en dire plus et je ne l'ai pas fait. Et j'y pense depuis un moment. Je suis resté silencieux un instant, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je choisissais mes mots avec soin. J'ai dit, je t'aime. Je suis contente que tu aies épousé Jessica. Je pense qu'elle va être bonne pour toi d'une manière que tu n'as pas encore comprise. J'ai fait une pause. Et j'ai besoin que tu comprennes que ce qu'ils ont fait, ce que vous avez tous fait pendant des années, n'est pas quelque chose que je peux simplement plier et ranger parce que ce soir a pris une direction différente. Ça ne marche pas comme ça. Il a hoché la tête. Sa mâchoire était serrée. J'ai dit, je ne vais nulle part. Je ne coupe les ponts avec personne, mais les choses vont être différentes à l'avenir. Je décide de la part de moi-même que je donne dans ces pièces, et ce n'est pas une négociation. Il a dit, c'est juste. J'ai dit, je sais. Il m'a serré dans ses bras alors, une vraie étreinte, du genre qui atteint la poitrine. Je l'ai laissé faire. Je l'ai même serré en retour parce que je pensais ce que j'avais dit. Je n'allais nulle part. Et la partie de moi qui aimait mon frère depuis que nous étions enfants, partageant une banquette arrière et un sac de chips lors des voyages en voiture, n'avait jamais vraiment disparu. Elle avait juste appris à se protéger. Je suis rentré chez moi les fenêtres baissées, ce qui, je le sais, ressemble à ce que quelqu'un fait dans un film pour signifier qu'il a digéré une émotion, mais j'avais sincèrement juste besoin d'air. La nuit était fraîche et sentait l'octobre, les feuilles mortes et une vague odeur de fumée de bois, et l'autoroute était presque vide à cette heure-là. J'avais 2 messages vocaux du bureau des subventions sur mon téléphone. Je ne les ai écoutés qu'une fois garé devant mon appartement. Je suis resté assise dans ma voiture, dans le silence, et j'ai écouté le premier. Une femme à la voix calme et professionnelle me disait que la demande avait été examinée par le comité plénier, que la subvention avait été approuvée et qu'elle était impatiente de discuter des prochaines étapes quand j'aurais un moment. J'ai écouté le second. Plus de détails, un numéro à appeler. Je suis resté avec ça un moment. 1,8 million d'euros, 3 ans. Le programme que j'avais construit dans mon appartement sur un bureau d'occasion, financé initialement par 400 € de mes propres économies et une vente de gâteaux organisée par l'un des professeurs de 4e qui y croyait avant que j'aie les mots pour expliquer pleinement ce que j'essayais de faire. J'ai pensé aux enfants qui s'étaient assis sur la chaise en face de mon bureau. J'ai pensé à Priya en particulier, glissant ses mains sous ses cuisses et parlant doucement jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité. J'ai pensé à tous les 2e étages de toutes les écoles où des enfants étaient assis en ce moment, ou seraient assis le lundi matin, ne sachant pas où aller. J'ai pensé à la table 11. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair à ce sujet. Non pas que pleurer aurait été mal, mais parce que j'avais beaucoup pleuré dans des parkings pendant longtemps, et cette nuit-là en particulier, je n'avais pas envie de pleurer. J'ai ressenti quelque chose de complètement différent, quelque chose de plus constant que le soulagement et de plus silencieux que le triomphe. Quelque chose qui n'avait besoin de personne pour en être témoin pour être réel. J'ai appelé ma meilleure amie, Tara, qui était au courant de ce gonfleur depuis le début et qui avait relu 3 versions de la demande de subvention. Je le lui ai dit et elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Et j'ai ri pour la première fois de la journée, un vrai rire, le genre qui vient de quelque part de simple. Ma mère m'a envoyé un texto tard dans la nuit. Il disait, « Tu étais magnifique aujourd'hui. J'aimerais en savoir plus sur ton travail un de ces jours. On pourrait peut-être déjeuner cette semaine. » Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, je me suis fait une tasse de thé, je me suis tenu à la fenêtre, j'ai regardé la rue en bas et j'ai pensé à ce que cela signifiait d'être vu par les mauvaises personnes pendant des années, et à ce que cela signifiait d'être vu, enfin, par les bonnes. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Le matin, après avoir dormi, mangé et eu le temps de décider ce que je voulais vraiment, j'ai répondu « merci ». Oui, ça me plairait. Court. Vrai. Rien de plus que ce que je pensais. Le déjeuner, quand il a eu lieu, n'a pas été parfait. Ma mère faisait encore des pauses aux mêmes vieux endroits. Mon père revenait encore par défaut à des questions sur les dossiers de Connor avant de se tourner vers moi.
Ces choses ne se réparent pas du jour au lendemain, et je suis assez âgé maintenant pour savoir qu'attendre que les gens se transforment complètement est une façon de mettre sa propre vie en suspens. Mais quelque chose avait changé. Pas en eux, pas entièrement en moi, mais dans ce que j'étais prête à emporter dans ces pièces et ce que j'étais prête à laisser dans la voiture. J'ai une réunion mardi prochain avec le bureau du docteur Okafor au sujet d'une collaboration potentielle qui pourrait étendre le modèle de second floor à 12 écoles supplémentaires dans le comté. J'ai un appel mercredi prochain avec un responsable de programme au bureau des subventions pour passer en revue le budget sur 3 ans. Je conduis toujours seul. J'arrive toujours seul. Je n'attends pas que quelqu'un me donne une place au premier rang. J'ai cessé d'attendre cela il y a longtemps. Et ce que j'ai construit entre-temps s'est avéré valoir bien plus que cette place n'a jamais valu.